Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je vous emmène aujourd'hui vers une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Environ 600 navires s'y croisent chaque jour. C'est une véritable autoroute du transport de marchandises et de personnes, une interface vitale pour nos échanges commerciaux en particulier. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu, il s'agit de l'étroit passage entre Calais et Douvres dans la Manche. Cette bande de mer d'environ 35 km est le théâtre d'une bataille navale grandeur nature. D'un côté, les compagnies de transport maritime françaises comme Brittany Ferries et DFDS. En face, leurs concurrents venus des pays voisins comme l'anglais P&O ou l'irlandais Irish Ferries. Depuis 2020 et la signature de l'accord final du Brexit, les comptes des sociétés françaises sont en train de sombrer au profit de leurs rivales anglo-saxonnes qui transportent toujours plus de marchandises et de voyageurs. La situation est intenable, la survie des compagnies tricolores est directement menacée et avec elle, l'emploi de milliers de marins. Je vous conseille de bien accrocher vos gilets de sauvetage. Dans cet épisode de La Loupe, on vous raconte cette intense bataille navale et croyez-moi, les flots de la Manche peuvent être très agités. Son terrain de bataille à elle, c'est l'économie. Laissez-moi accueillir la journaliste qui va nous accompagner pendant tout cet épisode, Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Béatrice, tu as pu embarquer sur un de ces navires britanniques. Si tu le veux bien, on va commencer cet épisode avec un petit état des forces en présence dans cette bataille. À quoi ressemble l'équipage ? Alors c'est un équipage très cosmopolite, très multiculturel, avec des marins en fait de toutes les nationalités. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a une nouvelle hiérarchie sociale qui s'est installée sur ce navire comme un système de caste. Alors je te propose de suivre 3 personnages du plus haut gradé, entre guillemets, jusqu'aux marins de 3e classe. Leur vie sur le bateau est très différente en fonction de leur échelon hiérarchique. Alors qui figure en haut de la pyramide ? Alors tu as le capitaine, alors on va l'appeler John, et une poignée d'officiers. Alors eux, ils sont britanniques. John, il travaille pour la compagnie depuis longtemps, depuis l'époque où tout l'équipage était anglais. Et il a un statut vraiment confortable. Il enchaîne 14 jours de navigation, puis 14 jours de repos. C'est un rythme en fait assez classique. Sur les bateaux français comme Brittany Ferries, on a des rythmes de 7 jours de navigation et 7 jours de repos. Alors ça, c'est pour l'échelon supérieur. En dessous, tu as les marins de seconde classe, on va l'appeler Pavel. Lui, il est polonais. Alors eux, ce sont essentiellement des mécaniciens, des machinistes. Ils viennent quasiment tous d'Europe de l'Est. Eux, ils passent 2 mois en mer et enchaînent avec 2 mois de repos. Et qu'en est-il du 3e échelon que tu évoquais ? Alors eux, c'est pas la même histoire. Tu le sais, dans chaque guerre, il y a de la chair à canon. Et j'ai pu rencontrer quelques-uns de ces marins, Ajay notamment, qui est originaire d'Inde, de Goa en particulier. Alors, leur vie au quotidien, certains pourraient dire que c'est de l'esclavage moderne. De l'esclavage moderne, c'est-à-dire ? Alors, je vais te dire, c'est 17 semaines à bord consécutives, avec une seule journée de repos par mois, 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. C'est des horaires de travail éreintants. Et ces marins, c'est tout le personnel de service, les cuisiniers, les serveurs, ceux qui sont en charge de la propreté du ferry. Ils viennent essentiellement d'Asie, beaucoup d'Inde, d'Indonésie, des Philippines. J'ai aussi pu croiser des Malgaches et même des marins originaires de l'archipel de Kiribati dans le Pacifique. Combien sont-ils rémunérés pour travailler dans ces conditions ? Alors, 2 000 € par mois pour le personnel, 3 000 € quand il s'agit d'un cuisinier. Alors, quand on demande à Ajay ce qu'il en pense, il répond « very good job, very good pay », que c'est évidemment très très bien. Alors, c'est sûr que c'est moins que dans des navires français, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il gagne en Inde. À Goa, le salaire moyen est autour de 180 $ par mois, environ 165 €. Donc, Ajay et ses collègues, ils travaillent 4 mois d'affilée sur les bateaux de P&O ou d'Irish Ferries. Puis, ils rentrent chez eux pour se reposer pendant 2 mois, pendant lesquels ils ne sont pas payés. Et ensuite, ils reviennent sur le transmanche. Faire cet aller-retour 4 ou 5 fois dans l'année, ça représente un vrai espoir d'ascension sociale pour eux et pour leur famille qui est restée au pays. On a maintenant une image assez précise des troupes sur les navires des compagnies britanniques. J'imagine que c'est
un peu différent sur les frégates françaises. C'est très différent parce qu'elles emploient évidemment beaucoup plus de marins européens et notamment des marins français. Évidemment, ils coûtent plus cher. Alors, je vais te donner quelques chiffres pour que tu te rendes compte. L'emploi, ça représente environ 40% du coût total d'armement d'un bateau, d'après le patron de DFDS. Eh bien, les compagnies britanniques, comme elles versent des salaires bien plus faibles et qu'elles font travailler les salariés beaucoup plus longtemps, elles réalisent de très juteuses économies. On estime à 60% l'écart de masse salariale entre les compagnies britanniques et leurs concurrentes françaises. Alors forcément, ça leur permet de réaliser des tarifs imbattables et de grappiller pas mal de parts de marché. Dans cette guerre des tarifs, ce sont donc les compagnies anglo-saxonnes qui ont le dessus. On a une idée de leur avance ? Alors sur l'année 2023, P&O a augmenté de 48% le volume de marchandises et de voyageurs transportés entre Calais et Douvres. Irish Ferry, c'est plus 10%. À l'inverse, le volume transporté par DFDS a chuté de 21%. Mais Béatrice, est-ce que ces entreprises de transport maritime, elles ont le droit d'employer des marins dans de telles conditions ? Écoute, sur le papier, le droit maritime international est, très très souple. Et sur le transmanche, depuis le Brexit, ça relève du droit maritime international et non plus du droit communautaire. En fait, cette bataille navale économique, c'est une conséquence directe du Brexit. Alors, tu le sais, Charlotte, le droit maritime, c'est quelque chose de très, très compliqué. Alors, je vais t'expliquer un concept qui est au cœur de cette guerre. Je crois que tu peux ouvrir ton armoire à définition. Très bien. Alors, j'ouvre cette armoire qui contient toutes les notions dont on pourrait avoir besoin à l'avenir. Je la range à quelle lettre ? À la lettre P. P comme pavillon de complaisance. Alors, dans la marine, tous les bateaux doivent battre pavillon, c'est-à-dire qu'ils naviguent sous les couleurs d'un pays et qu'ils doivent respecter les normes sociales et le droit social inscrit dans le pavillon du pays. Mais attention, un bateau ne bat pas forcément pavillon de son pays, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bateau français, c'est-à-dire une société inscrite en France, mais qui a choisi de battre pavillon maltais ou chypriote. Et c'est là qu'intervient le pavillon de complaisance. C'est justement le pavillon d'un pays où les normes sociales qui sont inscrites dans le pavillon de ce pays-là sont extrêmement souples. On appelle ça un pavillon de complaisance. C'est une sorte de paradis fiscal pour les bateaux. Merci Béatrice, je range cette définition précieusement. Pourquoi cette notion est-elle importante pour notre sujet du jour ? Justement parce que ces compagnies britanniques, Irish Ferry et P&O, elles ont choisi de battre pavillon chypriote, un des pavillons européens les plus avantageux. Alors, Irish Ferry, ça fait très longtemps, depuis le début des années 2000, et P&O, c'est plus récent, ça date de 2020. Et si je te suis bien, c'est ce pavillon de complaisance chypriote qui leur permet d'employer de la main-d'œuvre étrangère dans les conditions déplorables que tu décrivais. Oui, c'est exactement ça. Mais il y a autre chose qu'il faut que je t'explique. À l'intérieur de l'Union européenne, il existe un texte qu'on appelle le décret sur l'état d'accueil. Alors ce texte, il implique que les compagnies qui accostent dans un pays de l'Union européenne doivent proposer à leurs marins l'équivalent de ce que les matelots du pays hôte ont en matière de salaire et de temps d'embarquement. En gros, au sein de l'UE, un bateau qui bat pavillon chypriote est obligé de respecter le droit français s'il accoste en France. Tant qu'on est au sein de l'Union européenne, et j'insiste bien, tant qu'on est au sein de l'Union européenne. Sauf que depuis 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Exactement. Et donc, ce décret sur l'état d'accueil n'est plus applicable entre la France et le Royaume-Uni. Ce sont donc les règles internationales qui priment, donc les règles du pavillon chypriote arboré par ces compagnies britanniques. Et comme je te l'ai dit, il est extrêmement avantageux. C'est pour ça que les transporteurs français, que les compagnies maritimes françaises se trouvent dans cette situation aussi dramatique. Cette situation, justement, comment elle est perçue par les dirigeants politiques de part et d'autre de la Manche ? En France, tu t'en doutes, c'est une situation que tout le monde déplore. Mais figure-toi que même les Britanniques sont assez embarrassés par cette bataille navale. En fait, ils y ont déjà
beaucoup perdu. Pourtant, tu nous as dit qu'ils s'en sortaient plutôt bien financièrement. C'est vrai, mais il y a une histoire très importante qui a fait les très très gros titres des journaux en Angleterre, dont on a peu parlé en France. Alors on est en 2020, quelques mois après le Brexit. La pandémie de Covid-19 déferle sur le monde, les confinements, les restrictions de voyage, bref, tout ça, ça a un impact catastrophique sur les finances des transporteurs qui s'effondrent, y compris les compagnies qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu comme P&O. Alors le gouvernement britannique va même accorder 33 millions de livres de prêts à l'entreprise pour éviter que l'entreprise coule et pour protéger l'emploi de ces marins britanniques. L'entreprise, après le Covid, remonte tout doucement la pente et en mars 2022, elle fait une annonce très choquante. Je suis désolé de vous annoncer que nous mettons un terme à votre emploi. Vous êtes licencié. Ce que tu entends là, c'est une vidéo face caméra d'un des patrons de P&O. Elle a été envoyée à près de 800 marins britanniques sans préavis et la violence de l'annonce a vraiment bouleversé l'opinion publique outre-Manche. Votre dernier jour de travail, c'est aujourd'hui. Un licenciement en l'espace d'une journée avec des agents de sécurité qui attendaient au bas de la passerelle ces marins et puis des centaines de marins philippins, indiens, indonésiens qui attendaient dans les hôtels environnants et qui ont été amenés sur les bateaux en embuscade, on pourrait dire, des bus qui arrivent quelques heures pour faire monter ces marins à bord des bateaux. Alors, c'est un scandale énorme, le Parlement britannique s'enflamme, et puis les autorisations de navigation vont être bloquées pendant quelques semaines, mais ça ne suffit pas. Le trafic reprend, et P&O a radicalement réduit sa masse salariale en faisant cette opération. Français et Anglais ont donc besoin d'agir. Béatrice, comment est-ce qu'on pourrait contrer ces pratiques des compagnies de transport maritime ? La solution, c'est de mettre en place un nouveau décret sur l'état d'accueil, un décret bilatéral cette fois, entre le Royaume-Uni et la France. C'est d'ailleurs le choix qui a été fait. Alors en mars 2023, les Anglais ont adopté leur version du texte qui s'appelle le Seafarer Wage Act, la loi sur le salaire des matelots. Et en France, c'est une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité en juillet dernier. On l'appelle la loi Legac, du nom de Didier Legac, le député Renaissance qui l'a déposée. Qui est pour ? Qui est contre ? La proposition de loi est adoptée et je vous remercie pour ce vote à l'unanimité et je remercie le rapporteur et le félicite pour la qualité de son travail ainsi que votre participation active, constructive et de qualité. Un texte voté à l'unanimité dans un Parlement très éclaté, c'est assez rare. Quand est-ce qu'il va être appliqué ? Alors bientôt, mais il a fallu attendre plusieurs mois. Les décrets d'application viennent justement d'être signés par Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, à la mi-mars, mais il peut y avoir des recours auprès des institutions européennes. Franchement, la partie n'est pas gagnée. Pour sauver les compagnies maritimes françaises et leurs équipages, une autre bataille homérique s'annonce donc. Elle a pour théâtre non plus les flots gris de la Manche, mais les couloirs des institutions de Bruxelles. Béatrice, qui exactement pourrait attaquer la loi Legac auprès des institutions européennes ? Les compagnies incriminées. P&O a d'ores et déjà fait savoir qu'elle allait attaquer le texte français auprès de l'Union européenne et de la Cour européenne de justice. Et j'ai échangé avec une sénatrice qui avait beaucoup travaillé sur le texte et qui n'est pas très optimiste. Elle m'a dit la Commission lui aurait déjà signifié que la loi Legac était contraire au droit européen. Et qu'en pense Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer que tu as interviewé pour ton enquête ? Alors il est dans un état d'esprit assez conquérant, pour ne pas dire fanfaron. Lui, il se dit prêt à monter au front, à se battre pour défendre le texte à Bruxelles. Son argument principal, c'est la sécurité. Car le couloir Calais-Douvres est très, très fréquenté. C'est même un des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde. Les bateaux passent leur temps à manœuvrer. Donc, il faut des marins très vigilants à tout moment. Et évidemment, quand on travaille plusieurs semaines d'affilée, sans réelle pause, la vigilance diminue. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet qui montrent qu'après 8 jours de travail consécutif, la vigilance des marins chute drastiquement. Alors, pas sûr que ça suffise néanmoins à faire capoter le texte. Alors, la majorité va sûrement chercher à politiser le sujet, surtout à l'approche des élections européennes. Tu veux dire que cette situation pourrait bientôt devenir
devenir un thème de campagne. Tu t'en doutes, défendre les marins français, même s'ils sont très peu, c'est 5000 personnes en tout, c'est un emblème. Ça me rappelle un autre symbole, je ne sais pas si tu te souviens, c'était en 2005, au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen. On a beaucoup parlé à l'époque du fameux plombier polonais qui pouvait venir travailler en France au salaire en vigueur dans son pays en appliquant les normes sociales et les cotisations sociales polonaises. Sous-entendu, c'était de la concurrence déloyale. Il va venir piquer le travail des plombiers français. Bon, alors on est un peu sur la même logique là, sauf que tu remplaces le plombier polonais par le matelot philippin. La majorité s'empare du sujet avant les élections européennes. Est-ce qu'elle est seule sur ce terrain ? Non, au contraire, puisque le texte a été voté, comme je te l'ai dit, à l'unanimité. Tous les partis vont l'inclure dans leur programme d'une manière ou d'une autre. Au RN, par exemple, on envisage de faire de ce texte un cheval de bataille. Et ils ont trouvé la tête d'affiche idéale pour porter ces questions. Pierrick Berthelot, 25 ans, député du Nord, né à Dunkerque, et surtout ancien marin sur le transmanche sur des FDS. Sur ce dossier, Béatrice, la France peut-elle avoir gain de cause ? Alors ça va être très compliqué, ça va durer des années. Il faudrait que la Commission européenne décide à son tour de s'emparer du sujet, qu'elle fasse évoluer le droit européen, qu'elle mette enfin un terme à ces pavillons de complaisance. Mais est-ce qu'elle en a vraiment les moyens ? Il y a certains pays comme Chypre, mais d'autres aussi comme Malte. Donc ces pays ont tout intérêt à défendre leur pavillon parce que ça représente une vraie manne financière pour eux, parce qu'ils vendent leur pavillon très cher. Et donc, la guerre des pavillons au sein même de l'Union européenne, elle ne fait que commencer. La bataille navale des ferries de la Manche, c'est une enquête signée Béatrice Mathieu, grand reporter économie à l'Express. Merci beaucoup Béatrice pour toutes ces précisions. À bientôt Charlotte. Chers auditeurs, je vous invite à aller lire son enquête passionnante qui est toujours disponible sur le site de l'Express. Vous pourrez également y trouver toutes ses autres analyses et reportages. Si vous n'avez pas encore souscrit d'abonnement, allez-y, le premier mois est en ce moment au prix d'€1. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes de La Loupe, il suffit de nous suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify par exemple, ou encore Castbox, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires. Vos retours nous sont très précieux. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.